PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% IMO de Sud Radio, c'est tout de suite. Bonjour Marquez Ratti. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Au sommaire cette semaine, location touristique en ville. La fête est-elle finie? On posera la question à Florence Coco de Montgelas. Elle est porte-parole d'Efficity en studio avec nous ce matin et à Corinne Joly, présidente du groupe PAP. 4 596 €, c'est le chiffre de la semaine. À quoi il correspond? La réponse dans quelques minutes avec Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Location touristique versus location meublée, c'est le thème du coaching de Corinne Joly en seconde partie d'émission. Le bien coup de cœur nous sera présenté cette semaine par Nadine Chenafi. Elle est présidente de l'agence Service Loire Immobilier à Saint-Étienne. Enfin, le 48 secondes avec Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Cette semaine avec Fred, on verra si dans le cadre d'un nouveau projet immobilier, il vaut mieux vendre avant d'acheter. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. On démarre, Marc, avec la crise sanitaire qui a fait évoluer le marché de la résidence secondaire d'après une étude de nos amis du groupe PAP. Et dans cette étude de PAP, on apprend qu'un peu plus de 49% des personnes interrogées souhaitent acheter une résidence secondaire pour y passer leurs vacances et leurs week-ends. Nouveaux arrivés pour un projet sur 3. 31% des Français désirent y vivre plusieurs jours par semaine grâce au télétravail. Ce nouvel usage dope les recherches en Île-de-France qui progresse toujours selon PAP de plus de 45% et devient la deuxième région la plus recherchée derrière l'indétrônable PACA. On poursuit, Marc, avec des centaines de Français qui risquent bien de perdre toutes leurs économies dans un investissement locatif en Thaïlande. Alors, est-ce le résultat de la crise sanitaire conjuguée à l'arrêt brutal du tourisme ou une pure escroquerie? En attendant, des centaines de Français qui avaient placé leurs économies dans des logements de vacances à Phuket ou encore à Pattaya risquent fort de se retrouver le bec dans l'eau après la faillite d'un promoteur qui promettait une rentabilité de plus de 10% aux futurs acquéreurs. On finit ce journal, Philippe, avec la vente d'un bien au travers d'un jeu concours. Raconte-nous ça. Oui, une propriété somptueuse de 7 hectares en Dordogne pour seulement 13 €. Ah oui, Un rêve qui... Ah oui, c'est pas cher. Un rêve qui peut devenir réalité grâce à un couple de propriétaires qui a mis en vente sa demeure via un jeu concours. Estimé à 2 millions d'euros, la bâtisse du 19e siècle fait 450 mètres carrés et située dans le Périgord noir, non loin de Sarlat. Le bien est composé de 8 chambres avec salle de bain, d'une piscine, d'une vaste salle à manger avec cheminée ou encore de 2 gîtes installés dans des dépendances. Une maison de rêve à la portée de tous. Pour espérer l'occuper, il suffira juste de répondre à 2 questions de culture générale et de trouver le juste prix d'une vitrine d'objets de créateurs, donc facile pour tous les accros du shopping. Mais pourquoi créer cette cagnotte? À défaut de la mettre en vente dans une agence immobilière, les 2 propriétaires ont décidé d'adopter une méthode pour le moins originale, vendre leur maison via un site concours afin d'attirer un plus grand nombre. Ils espèrent ainsi plus de 150 000 personnes et un bénéfice de près de 2 millions d'euros. Ça laisse rêveur. Ah oui. Et si on faisait un jeu concours pour vendre On parle IMO? Ah bah tiens, très bien. Allons-y, c'est parti. Merci beaucoup Philippe. Tout de suite, le Mac de la semaine. Guy Hockey, réseau de franchise immobilière présente. Dans le Mac de la semaine, on s'intéresse à la location touristique en ville, mon cher Marc. Et avec nous, pour en parler, Florence Coco de Montgelas, elle est porte-parole d'Efficity, et Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Bonjour Corinne. Alors, d'après les chiffres récents d'Airbnb, le nombre de locations a fortement chuté à Paris. Comment on l'explique ? Les 2 principales sources de location touristique à Paris, ce sont les touristes étrangers, évidemment, et les voyages d'affaires. Ce ne sont pas les Français qui vont passer leurs vacances d'été à Paris, hein, on est lucide. Donc, c'est les touristes étrangers ou les voyages d'affaires. Or, précisément, ces 2 marchés-là, ils se sont effondrés avec la crise sanitaire. Le tourisme international, il est réduit à pas grand-chose en ce moment, et les voyages d'affaires ont énormément baissé aussi. Donc, mécaniquement, le marché de la location touristique à Paris, il s'est écrasé. C'est le cas de le dire. Bonjour Florence Coco de Montgelas, bienvenue dans On parle IMO. Bonjour Marc, merci. Bon, alors dites-moi, on vient de parler évidemment de Paris, mais est-ce que toutes les grandes villes françaises sont concernées ?
en fait, où les locations touristiques ont chuté dans toutes les grandes villes, au profit de zones proches de la mer, à la montagne ou même en pleine campagne. Et le type même de location touristique a changé, parce qu'aujourd'hui, les gens louent des biens pour y vivre et pour y travailler, et pas seulement pour voyager. Et avec le boom du télétravail, la durée de ces locations touristiques, elle a clairement été rallongée. On est autour de 28 nuitées. Oui, c'est énorme. Hein. Oui. Énorme, ça. Oui, oui. Et en plus, les locations touristiques, aujourd'hui, elles sont vraiment très réglementées. Hein. Beaucoup de communes veulent préserver un parc de logements. Du coup, il y a de fortes restrictions. À Paris, par exemple, il est très compliqué de louer en touristique des surfaces qui ne sont ni commerciales ni des résidences principales. Et l'objectif est clairement de limiter ces locations. Corinne, donc on le voit, faute de touristes, de nombreux propriétaires de logements Airbnb se tournent de plus en plus vers des formes plus classiques de location. Est-ce qu'ils ont raison ? Ils ont raison de ne pas rester avec leur logement vide sur les bras, parce que ça, c'est ce qui est pire en rentabilité quand même. Et effectivement, je vous confirme que chez PAP.fr, ça fait plusieurs mois qu'on a un énorme afflux d'offres de location. On a 2 fois plus de locations meublées que d'habitude, et on voit bien que ce sont d'ex-locations touristiques quand on regarde leur décoration et leurs photos. En faisant de la location meublée, les propriétaires ils vont avoir une rentabilité plus basse qu'en location touristique. Je vous donne un exemple d'une vraie propriétaire à Paris. Elle se faisait 3 200 € par mois en location touristique. Maintenant, elle est à 1 600 € par mois en location meublée. Maintenant, si elle reste en location touristique, en ce moment, elle est à 0 parce que son logement est vide. Donc, voilà, il vaut tout de même mieux faire ça. Je signale quand même qu'on a fait une petite étude et 7% des propriétaires concernés préfèrent vendre purement et simplement parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leur crédit en passant juste à l'habitation. Florence, est-ce que ça reste un bon plan, la location touristique en ville pour un propriétaire ? Alors, sur le papier, Marc, ça reste un bon plan, mais en vrai, je pense que ça ne reste un bon plan que dans les zones clairement touristiques comme la montagne ou encore la mer. Pour les résidences principales, lorsque le propriétaire veut rentabiliser son habitation, et pour les locaux qui sont commerciaux, mais qui ont cette double destination, commerciaux et aménagés pour faire ce type de location. Dans les autres cas, je déconseille d'investir dans un bien dans une grande ville pour en faire de la location touristique parce que aujourd'hui, entre la législation et les contrôles, ça devient compliqué. Ça devient mission impossible. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que les locations touristiques en ville, c'est définitivement mort ? C'est comme Capri, c'est fini. Oui, alors on va peut-être pas chanter, mais oui, effectivement. Oui, moi je pense que c'est mort, mais il y a d'autres solutions. Hein. Il y a d'autres solutions, par exemple le bail mobilité qui permet de louer un bien immobilier meublé pour une durée de 1 à 10 mois. Ça ne demande pas d'autorisation spécifique. Il y a la colocation, il y a le co-living, il y a plein d'autres solutions. Il y a quand même pas mal de solutions. Corinne Joly, pour conclure, côté location touristique urbaine, la fête est vraiment finie ? Disons que la fête, elle est un peu interrompue depuis 1 an et que comme on n'a pas trop de date de reprise, ça a un peu cassé l'ambiance. Et comme disait Florence, c'est vrai que de nombreuses mairies luttent contre l'essor des locations touristiques. Donc, quelque part, il y avait des problèmes avant, enfin, il y avait déjà des incertitudes. Donc, voilà, là, c'est vrai qu'avec le Covid, ça a vraiment mis un coup d'arrêt très, très net. Mais je pense que derrière ça, la location touristique urbaine, elle était quand même sur la sellette ces dernières années. Merci à toutes les deux. Florence Coco de Montgelas, on rappelle que vous êtes porte-parole d'Efficity. Corinne Joly, présidente du groupe PAP. On vous retrouve tout à l'heure pour le coaching immobilier. Est-ce qu'on a Michel Leschneau avec nous ? Je suis là, bonjour à tous. Bonjour mon cher Michel, rédacteur en chef à Se Loger. Avec vous, on découvre le chiffre de la semaine, 4 596 €. À quoi ça correspond ? Eh bien écoutez, d'après le baromètre LPI Se Loger, 4 596 €, c'est le prix de vente au mètre carré d'un logement neuf. Comptez 2 721 € du mètre carré pour une maison et 5 335 € du mètre carré pour un appartement. Alors Michel, est-ce que le neuf est vraiment plus cher que l'ancien ? Eh bien, à titre de comparaison, Marc, le prix au mètre carré dans l'ancien avoisine les 3 665 €. En moyenne, devenir propriétaire coûte de 25 à 35% plus cher dans le neuf que dans l'ancien. Mais dites-moi, cet écart de prix, est-ce qu'il se justifie vraiment ? Disons, Marc, que la tranquillité a un prix. Lorsqu'on devient propriétaire d'un logement neuf, on bénéficie de solides garanties. On profite de charges moins élevées que dans l'ancien et l'on n'a pas de travaux à prévoir. Enfin, les frais notaires se limitent à environ 2 à 3% du prix d'achat, alors qu'ils varient entre 7 et 8% dans l'ancien. Sans oublier que les biens neufs sont bien souvent exonérés de la taxe foncière pendant 2 ans. Finalement, Michel, est-ce qu'il est plus avantageux d'acheter dans l'ancien ou dans le neuf ?
Eh bien Marc, tout dépend non seulement de vos goûts, mais aussi de votre budget. En achetant dans le neuf, vous avez l'assurance de bénéficier d'un logement à la fois confortable, économe en énergie et personnalisé. Mais d'un autre côté, si vous faites construire, vous devrez patienter jusqu'à la livraison du logement. Et les logements neufs sont moins nombreux dans les centres-villes que les logements anciens. Bref, qu'il s'agisse d'immobilier neuf ou ancien, il en faut pour tous les goûts. Vous, par exemple, Marc, on ne peut pas franchement dire que vous soyez un perdreau de l'année. Ah, ça, on est d'accord. On est d'accord, hein. Quand on fête votre anniversaire, les bougies coûtent presque plus cher que le gâteau. Ah non, beaucoup plus cher. Tu as tout à fait raison. Et si un jour, Marc, vous avez eu des tablettes de chocolat, elles ont fondu depuis belle lurette. Eh bien, ce n'est pas pour autant que votre femme va vous préférer un petit jeune. Car comme le disait ma grand-mère, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Et votre grand-mère, elle a bien raison. Merci Michel. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Merci à vous deux. Merci Marc, merci Michel. On parle IMO, on marque une pause. PAP, site immobilier de particulier à particulier présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, le rendez-vous IMO de Sud Radio. On vous retrouve Marc avec Corinne Joly. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors Corinne, cette semaine, on va organiser un petit match entre la location meublée et la location touristique pour éclairer la lanterne des auditeurs de Sud Radio sur ce qui pourrait être le plus intéressant quand on est propriétaire. Alors, pour commencer, on va évoquer les forces en présence, histoire de bien comprendre. Donc, c'est quasi militaire, là. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la guerre, location touristique ou location meublée. Donc, à ma gauche, la location touristique, qui est une location meublée, mais sur des périodes courtes à des locataires différents qui viennent en vacances. Typiquement, c'est ce qu'on trouve sur PAP Vacances ou Airbnb que vous avez cité tout à l'heure. Ça peut être maison à la mer, à la campagne, mais aussi appartement dans une grande ville. Et puis, à ma droite, la location meublée classique, qui peut être un appartement ou plus rarement une maison et qui est loué pour une période plus longue, généralement 1 an minimum ou 9 mois s'il s'agit d'un bail étudiant. Voilà, c'est le match entre ces deux investissements. Donc là, c'est très clair, Corinne. Alors, merci pour cette intro. Allez, on attaque le premier round avec la fiscalité. Sur la fiscalité, je vais pas faire durer le suspense, c'est match nul. En fait, que ce soit du meublé classique ou de la location touristique, sur le plan fiscal, c'est de la location meublée. Et donc, grosso modo, c'est la même chose. C'est éligible sous certaines conditions au fameux statut, enfin je dis fameux, mais il n'était pas du tout fameux, LMNP, donc loueur en meublé non professionnel. Voilà, c'est la même chose. Ça peut être un statut qui est extrêmement avantageux sur le plan fiscal puisqu'il permet de déduire les loyers perçus en plus des charges courantes, un certain nombre d'amortissements qui font qu'au final, vous n'êtes plus ou moins pas imposé sur les revenus tirés de la location. Mais je vais quand même rappeler la condition essentielle pour pouvoir bénéficier de ce statut. Il faut que les loyers perçus sur 1 an soient inférieurs ou égaux à 23 000 € ou qu'ils ne représentent pas plus de 50% de l'ensemble de vos revenus. Sinon, vous êtes considéré comme un loueur en meublé professionnel et là, ça change quand même beaucoup. Ok, donc match nul sur la fiscalité. Qu'en est-il de la rentabilité ? Bon, alors là, la réponse, elle est plus nuancée. Tout dépend du marché. Par exemple, à Paris, beaucoup de propriétaires s'étaient mis à faire de la location touristique ces dernières années. C'est vrai qu'entre les touristes étrangers, Paris, qui est la ville la plus visitée au monde, et ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, les besoins en hébergement sont importants. Et ceux qui louaient en touristique avaient une bien meilleure rentabilité qu'en meublé classique. Bon, ça, c'était avant, parce qu'avec le Covid, il n'y a plus du tout de touristes à Paris, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, du coup, la rentabilité, eh bien, il n'y en a plus non plus. Oui. Donc, les propriétaires délaissent le touristique pour passer au meublé classique. Donc voilà, tout va dépendre du marché. Si vous louez en touristique, mais que vous êtes vide plus de la moitié de l'année, bah, c'est pas rentable par rapport à une location meublée classique, évidemment. Ouais, donc pour résumer, ça dépend du taux de remplissage et donc de la localisation. Exactement. Si vous avez un bien dans une ville qui n'est pas particulièrement touristique, le meublé classique sera plus rentable, surtout s'il y a des étudiants ou des jeunes actifs. Par exemple, à Lille, enfin, je suis désolée pour nos auditeurs de Lille, mais c'est pareil, on va pas beaucoup en vacances à Lille ici. Donc, mieux vaut faire du meublé classique, que ce soit avant la crise ou après la crise. A contrario, si vous avez un appartement dans une station de sport d'hiver, vous allez avoir du mal à le louer en meublé classique à la montagne. On ne passe pas l'année à la montagne en général. Bon, et puis il y a quelques villes un peu idéales comme Bordeaux ou Nice qui permettent de faire les deux avec un bon compromis risque-rentabilité. Par exemple, à Bordeaux ou à Nice, vous pouvez louer de septembre à juin en meublé classique à un étudiant, puis passer sur du touristique pendant les 2 mois d'été. Là, c'est la rentabilité maximale. Entendu, Corinne. Donc là, maintenant, on va passer au troisième round, la gestion au quotidien.
Bon, voilà, la réponse, elle est simple, c'est la victoire du meublé classique. Ça nécessite clairement moins de gestion que le touristique. En touristique, il faut gérer des demandes, faire un contrat pour chaque réservation, un état des lieux, il faut se préoccuper des remises de clés. Donc tout ça, ce sont des contraintes, ça prend pas mal de temps. Après, mieux vaut faire de la location à la semaine quand même, classiquement du samedi au samedi, avec éventuellement quelques grands week-ends, comme par exemple celui qui vient de passer là, l'Ascension, la Pentecôte. Mais si vous partez sur du touristique de courte durée, vous pouvez avoir à organiser une remise des clés chaque jour, sans compter le ménage. C'est tellement un problème qu'il y a un marché qui est né de ça et que des sociétés spécialisées se sont lancées pour gérer tout ça à votre place. Évidemment, si vous passez par ces sociétés spécialisées, ça a un coût et la rentabilité de votre meublé va en prendre un coup. Donc, pour résumer sur ce thème, la location meublée classique est clairement gagnante. Voilà, donc on le dit, gestion quotidienne, vainqueur, par KO, la location meublée. Quatrième et avant-dernier round, l'équipement. En meublé classique, l'équipement, il peut être parfois plus sommaire si vous vous en tenez à la liste imposée par la loi. Vous n'avez pas l'obligation de fournir, par exemple, une cafetière ou une bouilloire. Donc, du point de vue de l'équipement, c'est le meublé classique qui l'emporte si on raisonne en mise de départ. Après, toutes ces dépenses sont amorties, ça permet de réduire la base imposable et donc, paradoxalement, d'augmenter la rentabilité, même si ça demande un effort de trésorerie au départ. Donc, je dirais que c'est un peu un match nul quand même. Allez, cinquième et dernier round, l'entretien, les éventuelles dégradations et les autres réparations. Voilà, c'est comme pour la gestion au quotidien, plus vous avez de passages et de personnes différentes qui fréquentent votre location, plus celle-ci s'expose à des risques de dégradation. Après, le problème des dégradations en location touristique, il n'est pas si courant que ça, surtout dans les lieux à la mer ou à la montagne où les gens passent beaucoup de temps à l'extérieur de la location pour skier ou aller à la plage. En fait, comme en location classique, l'idée, c'est surtout de faire attention à qui vous louez. Bon, par exemple, je vous recommande pas trop les enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. C'est pas réputé pour prendre soin du logement. Ça dépend avec qui. Louer à une... Je sais pas ce que vous avez fait, Philippe, pour le vôtre. Vous avez regardé la télé et du coup, l'appart était nickel, c'est ça? Absolument. Il m'a pris comme locataire, en fait. Voilà, mais si vous louez à une famille qui vient passer des vacances tranquilles, ça risque pas grand-chose. Donc, gagnant par 3 rounds d'avance, le meublé classique. J'ai bien compris. Vous avez compté tout du long, bien ouais, joué. Vu, hein. Je sais Alors, compter sur mes doigts. Mais il faut quand même dire que le round de la rentabilité, c'est pas un détail, c'est un round qui compte un peu triple quand même. Et la location touristique, sur ce point, l'emporte. Et puis, il y a un 6e round dont on n'a pas parlé, qui est votre propre usage. En fait, la location touristique, c'est souvent aussi utilisé par des propriétaires qui font ça dans leur résidence secondaire, qui peuvent comme ça utiliser eux-mêmes une partie de l'année et du coup, mettons, ils vont y passer 1 mois par an, le reste du temps, ils la louent. Et ça, si vous faites de la location meublée classique, c'est impossible. Donc, quand vous voulez utiliser vous-même le logement, vous êtes obligé de faire de la location touristique. Bon, c'est définitif. Corinne Joly et Marc Ezrati KO au 6e round. Un match de légende, c'est digne de Hagler Tyson il y a quelques années. Et puis, c'est plus. Du coup, il va falloir trouver un nouveau surnom, hein, Corinne. Après Ramba, on fait quoi? Je sais pas. Rokia. Roca, ouais, c'est bien. Roca. Entendu. Merci beaucoup, Corinne. Très bon week-end à vous. On vous retrouvera la semaine prochaine avec nous. On rappelle que vous aussi, chers auditeurs de Sud Radio, vous pouvez bénéficier de conseils en prenant rendez-vous gratuitement sur PAP.fr avec un coach immobilier. Aujourd'hui, on part dans la Loire, Philippe, et on a avec nous Nadine Chenafi. Elle est présidente de l'agence Service Loire Immobilier. Elle est à Saint-Étienne. Bonjour Nadine. Bonjour Marc, merci de me recevoir. Ben, je suis ravi de vous entendre. On est toujours très heureux de parler de Saint-Étienne avec Philippe. Ah oui, merci. Oh, les Verts. Exactement. Voilà, on n'a pas le... Allez l'hiver. Voilà, c'est ça. Alors, ma chère Nadine, vous avez un bien à nous présenter ce matin. Oui, parlez-nous-en. Oui, c'est un bien atypique qui a beaucoup de charme avec de la pierre. Dans un village du massif du Pilat, donc à Tarentaise, dans le 42 760, précisément. C'est une auberge avec une partie habitation. On va commencer par la surface habitable. On a 130 mètres carrés au premier étage, cuisine ouverte sur séjour, et 6 chambres, buanderie et une douche italienne rénovée récemment. D'accord. Et au rez-de-chaussée, donc, on trouve le restaurant et bar. Alors, la salle de réception peut accueillir jusqu'à 40 couverts
Et la partie bar est indépendante de 30 mètres carrés, ainsi que la cuisine complètement équipée de matériel professionnel. Et bien sûr, les sanitaires et la cave, tout ça sur une surface de 140 mètres carrés, donnant sur une terrasse et terrain de 850 mètres carrés. Ouais, ça donne envie, hein. Un petit